Bonsoir à tous. Je remercie le laboratoire Janssen de leur invitation et de Philippe de m'avoir confié ce sujet qui est assez polémique, en tout cas qui fait discuter. Il faut savoir effectivement que les recommandations sont faites pour être suivies, mais souvent il faut savoir les précéder pour les faire bouger. Alors, je vais vous parler donc du cancer, enfin, du traitement du cancer à haut risque. Comment on bouge les diapos là, comme ça? Oui. Alors Philippe m'avait demandé de faire, c'est un sujet polémique où on ne connaît pas véritablement la prise en charge optimale actuellement. Et Philippe m'avait demandé de faire court. Alors voilà, la présentation pourrait s'arrêter ici, mais on va peut-être détailler un petit peu les choses. Vous savez que la prostatectomie radicale a changé depuis les premières descriptions chirurgicales par Patrick Walsh. Et aujourd'hui, la chirurgie mini-invasive robotique a envahi de nombreux blocs urologiques et la prostatectomie d'il y a 30 ans ne correspond plus du tout à ce que l'on fait aujourd'hui. Bien sûr, les bases anatomiques restent les mêmes, mais l'approche chirurgicale est totalement modifiée. Alors, cette prostatectomie non seulement a changé en technique, mais aussi en nombre. En France, aujourd'hui, on est à peu près à moins de 20 000 prostatectomies réalisées par an, avec une majorité, bien sûr, d'abord robots assistés, et il n'y a plus aujourd'hui de polémique quant à cette approche thérapeutique. Cette prostatectomie aussi donc diminue en nombre, mais vous voyez aussi que les lésions favorables ont diminué au profit des lésions de haut risque, PT3 et SCORE7. Alors, toute la difficulté, en fait, est de définir une lésion à haut risque. C'est un groupe hétérogène de 20 à 25% des patients, et vous voyez, on inclut dans les hauts risques, effectivement, les stades, les hauts grades, supérieurs à 7, 4+3, les PSA supérieurs à 20, les vélocités, même des patients à très haut risque, T3B ou T4. Il y a dans la littérature plusieurs classifications. La plus communément utilisée est probablement celle de D'Amico, qui a été retenue par l'AFU notamment, mais quand on regarde la littérature, voilà, une autre classification de Josipovic qui définit 8 stratifications du cancer de haut risque, et ici Briganti qui ici retrouve aussi une stratification d'évolution totalement différente, dont on sait qu'effectivement quand on va prendre en charge un patient à haut risque, ils ne vont pas tous avoir la même évolution. Il y en a qui vont évoluer de manière rapide, et puis d'autres finalement qu'on retrouve des dizaines d'années après, toujours vivants. Alors on peut bien comprendre que là, en voyant ça, rien qu'en voyant ça, on peut bien comprendre qu'un traitement unique pour l'ensemble de ces cancers paraît aujourd'hui discutable, et peut-être que la chirurgie peut trouver sa place parmi ces patients. Alors, que disent les recommandations aujourd'hui, que ce soit la FU ou la UE? Effectivement, on peut proposer une prostatectomie chez ces patients à haut risque dans le cadre éventuellement d'une approche multimodale, sans préservation pour l'affût. La UE propose et accepte la préservation sous couvert d'une évaluation éventuellement d'imagerie. Et point essentiel, toutes ces chirurgies qui pourront être adaptées sont associées à un curage pelvien étendu dont vous parlera Alberto. Alors là, rapidement, un exemple pour illustrer le propos. Un patient qui vient pour un avis, 68 ans, ASA 1, 8,7 de PSA, il vient avec des biopsies, score 9, 2 carottes sous le lobe gauche, 7 mm. Il a une IRM, effectivement. L'IRM est décrit de manière un peu bizarre. Il parle d'hyposignal T2, mais ils ne définissent pas le PIRAD. L'évolution, la prostate évolue à peu près à 80 grammes. Au niveau de la lésion est au niveau du lobe gauche. Il n'y a pas d'effraction capsulaire, il n'y a pas de ganglion, les vésicules sont normales. Il vient avec un bilan d'extension par scintigraphie osseuse négative. Je l'examine, effectivement, il a un toucher rectal qui est plutôt souple. Je lui demande un PET FDG hors recommandation, mais comme c'est un indifférencié, je dois être certain de ce que je lui proposais. Et puis, donc, il vient pour savoir quel traitement peut-on lui proposer. Effectivement, il est proposé une hormonothérapie, donc il vient savoir si on peut lui proposer autre chose. Alors, effectivement, le standard dans les hauts risques, c'est plutôt l'hormonoradiothérapie. Mais l'hormonoradiothérapie, c'est le standard de la radiothérapie dans les hauts risques, et on a bien les résultats dans la littérature. Effectivement, ça fait mieux que la radiothérapie seule ou l'hormonothérapie. Mais quid du rationnel de la prostatectomie dans les hauts risques? D'abord, il n'y a pas d'étude randomisée qui dit que la prostatectomie ferait moins bien. Elle permet un contrôle local, chirurgical de bonne qualité, on le verra. Et puis aussi, ça peut être le premier temps d'une prise en charge multimodale. Il est évident que c'est une technique adaptée au niveau de la résection chirurgicale. Et quoi qu'il en soit, elle sera toujours associée à un curage qui est dit extensif. Et
le AU et se mouille pas reste relativement clinique puisqu'il dit que finalement, tout patient qui a une lésion mais qui n'est pas fixé au pelvis et qui ne touche pas l'appareil sphinctérien peut être bénéficié d'une chirurgie première. Là, au patient, pour revenir à ce patient, il a un score 9 de Gleason. Le score 9, est-ce que c'est aussi grave que ça? On se rend compte finalement que dans la littérature, on a parfois un downgrading qui peut aller de 30 à 50%. Et effectivement, c'est plus volontiers pour les Gleason 8 T1C que les 3C Gleason 9. Mais on peut déjà lui affirmer que peut-être lui, son Gleason 9, ce n'est pas forcément un Gleason 9 de manière certaine sur la pièce de prostatectomie. Et ça peut changer sa survie. Alors, quid des résultats? En fait, n'ayant pas d'études randomisées dans la littérature, finalement, on est assez surpris des résultats et plutôt de manière favorable, puisque finalement, concernant les taux de survie spécifiques à 10 et 15 ans, on retrouve des taux comparables à l'hormonoradiothérapie dans cette analyse, méta-analyse. Dans cet autre papier français, sur 813 cas de haut risque, c'est bien sûr c'est multicentrique et rétrospectif, on a des survies sans récidive biologique de 74%, avec une survie sans métastase, tout ça c'est à 5 ans, 96%, une survie globale de 98%, et finalement à 5 ans, 75% de disease free. Donc finalement on voit que dans ces hauts risques, il y a probablement une place pour la chirurgie, qu'elle n'est pas ridicule. D'autres éléments colligés par Van Poppel qui trouvent que survie spécifique à 5 ans, ça peut aller jusqu'à 100%, et à 10 ans, entre 50 et 72%. Concernant la mortalité spécifique, là aussi, différentes séries. En moyenne, c'est moins de 10% de mortalité spécifique du cancer à 10 ans. Et quand on regarde les séries qui sont bien sûr rétrospectives et comparatives, il n'y a pas d'études randomisées. Sur cette série-là de plus de 40 000 patients, on a comparé les résultats à 10 ans de la mortalité de la prostatectomie versus radiothérapie. Et on se rend compte qu'il y a un bénéfice pour la prostatectomie. Et on retrouve ces mêmes éléments dans cette méta-analyse où effectivement à 10 ans, dans les hauts risques, on retrouve un bénéfice à la mortalité pour la prostatectomie radicale, donc pour l'apport chirurgical. Quand on regarde les études de la littérature qui comparent les résultats, bien sûr c'est du rétrospectif et non randomisé, mais de la radiothérapie et de l'hormonoradiothérapie et de la prostatectomie, finalement on voit qu'à 10 ans, les résultats sont comparables, avec une mortalité qui serait peut-être supérieure dans le groupe radiothérapie, peut-être induit par le traitement hormonal. Dans cette autre série de la littérature, toujours non randomisée, il n'y a pas d'études randomisées actuellement qui peuvent être validées, on retrouve la même constatation, il n'y a pas de différence significative en survie dans les deux séries de patients. Hop. Dans cette méta-analyse qui a un peu moins de valeur, là aussi on retrouve toujours un bénéfice pour la chirurgie. Alors là c'était des séries de prostatectomie seule, mais oui, de la prostatectomie éventuellement associée, on ne sait pas finalement ce que fait la prostatectomie comme la radiothérapie, associée à l'hormonothérapie. Dans cette étude rétrospective du JCO, on voit que finalement à 5 ans, les patients qui ont eu une hormonoradiothérapie adjuvante après traitement du cancer à haut risque, ils ont une survie globale à 5 ans de 96%. Donc peut-être là aussi un élément pour, dans la démarche et la définir peut-être, et ce qui restera à définir, la place de la chirurgie dans l'approche multimodale du cancer à haut risque. Enfin, dernier mot, concernant le contrôle local de la maladie prostatique, il s'avère effectivement qu'il vaut mieux la contrôler localement, soit par radiothérapie, soit par chirurgie, mais quand on le fait, finalement, on a un bénéfice pour la chirurgie qui diminue les complications locales et avec moins de complications, notamment au niveau de l'obstruction sous-cervicale et de l'obstruction urétérale. Alors, tous ces papiers, effectivement, on peut les interpréter comme on veut, ça peut être un peu polémique, c'est fait pour, mais en fait, la véritable question, c'est quel patient pourra bénéficier d'une prostatectomie dans le haut risque. Et toute la problématique se situe à ce niveau-là. Quand on regarde la stratification faite par Briganti, on se rend compte finalement que dans tous ces patients, il y a bien peut-être qui peuvent bénéficier de la prostatectomie et d'autres non. Et quand il a modélisé ces stratifications, il en a retenu 3, et avec, en fonction du nombre de facteurs pronostiques, et on voit que ceux qui ont un facteur pronostic, effectivement, ont une meilleure survie. Donc, probablement, une place à définir et à affiner. Ici, en fait,
la place de la prostatectomie, elle est évidente, elle est efficiente pour les patients en fait qui sont ce qu'on appelle specific confined disease, c'est-à-dire que la maladie est localisée dans la pièce opératoire. Et ces 3 séries retrouvent les mêmes constatations. Les survies sans récidive biologique sont nettement meilleures pour ces patients specimen confined disease. Alors, là, pareil, quand ils ont sous-stratifié encore parmi les hauts risques et les bons pronostics, entre ceux qui avaient un facteur de risque et ceux qui avaient 2 ou plus de facteurs de risque, on voyait encore qu'il y avait une différence. Donc c'est vrai que quand on regarde les survies spécifiques, c'est vraiment le specimen confined disease qu'il faut viser. Là, dans cette série de Briganti, à 8 ans, on a une survie spécifique de 80, à 10 ans, pardon, on a une survie spécifique de 98%, et dans la série d'Abdullah, on a une survie spécifique à 8 ans de 100%. Donc, c'est assez favorable, ça fait réfléchir, et la question, c'est comment, dans les populations de haut risque, essayer de définir les patients qui pourraient bénéficier de cette chirurgie pour être, enfin, s'ils sont specimens confined. Alors, une autre étude de la littérature un peu plus ancienne qui, pareil, pour cette fois-ci, c'était pour des glisones élevés qui retrouvent effectivement à 15 ans, 81% vont avoir une récidive biologique, mais quand on regarde les survies spécifiques, on se rend compte que finalement, à 10 et 15 ans, elles sont plutôt pas mauvaises, de l'ordre de 90%, lorsque là aussi, les patients sont specific confined, specimen confined. Alors là, c'est juste un tableau récapitulatif entre les specimen confined et les non-specimen confined. On retrouve dans les 2 groupes, on retrouve bien entendu des patients avec 1 ou 3 facteurs de risque, le grade, le stage et le PSA. Quand on regarde ces specimen confined, on voit qu'on les retrouve dans les 3 groupes et qu'on les retrouve aussi dans les facteurs de mauvais pronostic. Bien entendu, ils sont moins nombreux. Alors comment, dans ces populations de patients, retrouver ces patients qui semblent être fit pour la prostatectomie radicale et donc l'abord chirurgical? Il s'agit là d'études multicentriques relativement importantes, des centres européens de référence. Eh bien, il faut utiliser les nomogrammes. Les nomogrammes, il y en a plusieurs dans la littérature. Ceux de Briganti et de Abdullah qui ont été validés dans leur centre. La difficulté des nomogrammes, en fait, c'est de les valider à grande échelle dans d'autres centres. Quoi qu'il en soit, ils ont édité des nomogrammes qui ont, semble-t-il, des caractères de précision plutôt pas mauvais, 72% pour Briganti, 76% pour Abdullah. Et lorsqu'on va checker notre patient initial avec son PSA inférieur à 10, son score, son Gleason 9 et les éléments du clinique, eh ben on se retrouve, c'est pas très bien sorti sur ce, on se retrouve dans des probabilités d'avoir un specimen confined aux alentours de 50% dans les deux séries. Alors, à ce patient, est-ce qu'on peut lui proposer une chirurgie ou est-ce qu'on peut ne pas lui proposer de chirurgie? Ce sera la question. Alors, ces patients qui ont une pathologie à haut risque, il est évident qu'il faut avoir un discours clair, il faut discuter longuement avec eux des différentes options, bien entendu, de toutes les options qui sont possibles. Et quand on va discuter avec eux, parfois, peut se poser la question de l'hormono, enfin de la vie sexuelle après le traitement. Alors, il est évident que lorsqu'on va faire, quel que soit le traitement, un traitement conservateur, avec une hormonoradiothérapie, la question est vite réglée. Et quand on va faire une chirurgie, la question aussi peut être vite réglée. Mais finalement, dans la littérature et dans certaines situations, il y a des papiers qui sortent et qui ont montré que finalement, on pouvait leur conserver les bandelettes neurovasculaires alors que c'était un dôme, cancer au risque localement avancé, pas de conservation des bandelettes. Et bien, des papiers sortent en montrant qu'effectivement, non seulement on peut conserver les bandelettes, mais on n'aura pas forcément de marge chirurgicale de manière supérieure, peut-être parce que là, il y a un biais de sélection pour les patients à qui on propose cette approche thérapeutique. On peut céder effectivement des nomogrammes, des tables et aussi de l'IRM, comme on voit ici, avec une approche qui peut être, une conservation qui peut être variable et différente en fonction, effectivement, de ce qu'on veut obtenir et de l'étendue de la lésion locale. Et bien entendu, tout ça se discute avec le patient, au préalable. Alors, pour juste revenir au patient, donc il a eu j'ai fait une prostatectomie radicale avec un curage et une conservation bilatérale. C'était un score 8 sur le gauche avec effectivement l'IRM mettait une lésion pseudonodulaire
il y avait 5 nodules de 0,2 à 0,5, c'était un PT2N0, il y avait 18 ganglions au curage, il était R0, et donc effectivement c'était entre guillemets le candidat qui pouvait être idéal, mais c'est vraiment le hasard de la vie parce que c'était dans la vraie vie. Alors, pour résumer, la prostatectomie radicale, oui, soit dans un contrôle local en monothérapie, c'est probablement sa meilleure place. Le meilleur patient, c'est le spécimen confine, T2, T3A, N0, R0. Dans les populations de haut risque, dans la littérature, on les retrouve à entre 40 et 55%. Et ce sont des patients qui vont avoir une survie spécifique à 10 ans de plus de 98%. Pour trouver ces patients-là, donc on possédait des nomogrammes et aussi de l'imagerie IRM qui n'est pas actuellement inclus dans ces nomogrammes. Je déborde un peu, désolé. Ça peut être aussi une approche multimodale et être le premier temps d'une approche multimodale. Et il faudra, à ce moment-là, aujourd'hui, définir la place de la prostatectomie. L'avenir de plusieurs choses, les résultats de ces deux essais, le GTUG-AFU 17 et le GTUG-AFU 20, pour l'hormonoradiothérapie en post-opératoire, immédiate ou décalée, et l'hormonothérapie adjuvante. On attend les résultats de ces essais. La biologie moléculaire, dans le haut risque, on attend la signature moléculaire effectivement qui va pouvoir avoir un impact sur la prise en charge initiale et peut-être sur l'approche individuelle de l'approche thérapeutique des patients. Actuellement, on attend les papiers produits par Olivier Cusneau. Il aurait un marqueur fait d'une quarantaine de gènes, probablement supérieur en valeur pronostique au test américain actuellement utilisé, mais pour l'instant, on n'a pas dans la littérature. Et donc, effectivement, ça permettra de checker les patients et de savoir quel patient éviter peut-être la chirurgie ou au contraire lui proposer un traitement chirurgical. Et enfin, c'est encore plus de chirurgie pour l'avenir parce que ça déborde un peu du sujet, mais on se retrouve dans une situation dans les patients oligométastatiques locales. On peut leur proposer un contrôle local, soit par chirurgie, soit par radiothérapie, et la place, là encore, de la chirurgie sera à discuter. Et enfin, pour conclure, donc, vous voyez cette nébuleuse de patients à haut risque pour lesquels il va falloir les screener par les nomogrammes, par l'IRM, par les tests génomiques lorsqu'ils seront à disposition pour définir et trouver les spécimens confine, leur proposer le traitement qui sera le plus adapté pour prostatectomie, avec ou sans préservation, mais en tout cas avec un curage pour pouvoir retrouver ces chiffres de la littérature avec des survies spécifiques à 10 ans de plus de 98%. Et pour les autres, il faut il faudrait inclure les patients dans les essais. Terminé.